Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans Jurassic World, Claire Dearing, la directrice du parc, a approuvé la création de l'Indominus Rex, un hybride génétiquement modifié, et ne se préoccupait pas du bien-être des animaux. Cependant, Claire n'a pas toujours été comme ça. Autrefois, elle était passionnée par les animaux et souhaitait même défendre la cause animale et instaurer de vrais changements en leur faveur, qu'ils soient domestiques ou sauvages. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, en plus de nous parler de son passé, le roman Le Destin de Claire nous apporte des réponses à ce sujet. C'est en 2004 que Claire Dearing, alors âgée de 19 ans, postula pour faire le stage des prodiges, un stage à Jurassic World, un parc d'attractions devant ouvrir un an plus tard, le 30 mai 2005. Vers le début des vacances d'été, alors sur le chemin du retour vers la maison de leurs parents, sa sœur Karen lui remit une grande enveloppe sur laquelle était apposé un cachet rouge sang avec un T-Rex gravé dans la cire. Il était prévu que 12 personnes seulement puissent faire ce stage. Claire avait ainsi l'honneur de faire partie des 12 privilégiés et d'appartenir à un des deux groupes de stagiaires. Après son arrivée sur Isla Nublar, Claire fit connaissance avec les 5 autres membres de son groupe, Justine Hendricks, les jumeaux Tanya et Eric Sky, Ronnie et Wyatt. Claire partageait sa chambre avec Tanya, tandis qu'il en était de même pour Eric et Wyatt. Wyatt était connu pour son comportement odieux envers ses camarades, et c'est pour cette raison que, comme tous les autres, Claire ne l'aimait pas. Quant à Justine, il s'agit du premier amour de Claire. Gardez bien ces deux informations en tête, elles ont leur importance pour la suite. Un soir, tandis que les stagiaires des deux équipes regardaient un film avec pour interdiction formelle de quitter leur dortoir et que les adultes géraient l'arrivée d'un nouveau dinosaure, un vélociraptor femelle provenant d'Isla Sorna, Justine et Claire s'introduisirent dans la chambre de Wyatt et Eric et découvrirent une fléchette tranquillisante ainsi que des cartes mémoire, le composé des pansements à fusion, une création d'InGen, et des documents concernant la sécurité du parc, dont des plans et des codes d'accès aux enclos et aux aires de dressage. Claire et Justine pensaient que Wyatt avait tout volé et comptaient les vendre au plus offrant. Ayant constaté que Wyatt ne regardait pas le film avec les autres stagiaires, les deux jeunes se rendirent à l'enclos de quarantaine où le vélociraptor devait être transféré et où ils supposaient que Simon Masrani devait se trouver, le but étant de l'informer de leur découverte. D'habitude, Masrani et ses employés organisaient une petite fête au centre de commandement après chaque arrivée de dinosaures sur Nublar. Selon Claire, les stagiaires auraient été confinés bien plus tôt si le raptor avait été transféré avant la tombée de la nuit. À bord d'une Jeep, Justine et Claire se rendirent donc à l'enclos de quarantaine. Mais il n'y avait personne. Pas de camion, pas de foule de dresseurs, pas de projecteurs, pas d'agent de sécurité, et tout simplement pas de Simon Masrani. Même l'éclairage extérieur était éteint, et l'enclos était par conséquent plongé dans l'obscurité. Pensant que Masrani devait encore être au quai pour préparer le transport du Raptor, les deux jeunes s'apprêtaient à retourner à leur Jeep pour se rendre au dit quai. Mais c'est alors que les lumières du centre de dressage s'allumèrent et s'éteignirent. Puis, Justine vit de la fumée s'élever depuis l'aire de dressage. Souhaitant éteindre l'incendie au plus vite pour éviter que les flammes ne se propagent à un enclos occupé, ils décidèrent d'intervenir et entrèrent dans l'aire de dressage. La botte de Claire heurta quelque chose. Elle avait l'impression que c'était une mangeoire. Et juste après, elle entendit une voix avant de distinguer des silhouettes au loin. Mais ce n'était pas Wyatt comme elle s'y attendait. C'étaient les jumeaux Eric et Tanya qui étaient en train de sectionner un câble rouge dans un énorme coffre métallique. Cela eut pour effet d'ouvrir le portail de l'enclos et la trappe d'évacuation d'urgence qui conduisait à la forêt vierge non sécurisée. En effet, c'étaient eux les voleurs et non Wyatt. Cependant, Justine et Claire virent quelque chose d'énorme se diriger vers eux à travers la fumée, puis des yeux jaunes reptiliens luisants. Les 4 jeunes prirent la fuite, mais ils ne pouvaient pas traverser l'aire de dressage pour atteindre le tunnel de sécurité. Le raptor leur bloquait le passage. Ils n'avaient plus qu'une seule solution, se réfugier dans l'enclos. Une fois à l'intérieur de l'enclos, Claire appuya sur le bouton d'alarme et courut vers les arbres avec les autres. Le portail de l'enclos commença à se refermer, mais le raptor réussit à passer. Toutefois, sa queue s'était coincée dans le portail. L'animal était donc immobilisé. De leur côté, les jeunes arrivèrent au mur d'enceinte et cherchèrent un arbre pour y grimper, franchir le mur et sortir de l'enclos. Ils n'en trouvèrent aucun de suffisamment haut et pour cause, tous les arbres avaient été taillés. Se rappelant du protocole de sécurité dont on lui avait parlé lors de son affectation au centre de dressage, Claire leur dit qu'ils devaient se rendre à l'armurerie. Il y avait là-bas des matraques paralysantes et des fusils à tranquillisants cachés dans chaque habitat. Armés, ils seraient plus en sécurité. Cependant, grâce à la lumière de la lune, Tanya vit un gros arbre dont les branches épaisses atteignaient le sommet du mur d'enceinte. Les 4 jeunes se précipitèrent vers lui et Tanya et Eric montèrent les premiers avant de passer de l'autre côté du mur. Il ne restait plus que Justine et Claire. Néanmoins, tandis que Justine tendait la main à Claire pour l'aider à grimper, Tanya prévint cette dernière que le raptor était sur sa gauche. Par instinct, Claire se jeta sur sa droite et dévala une pente en roulant. Puis, après s'être relevée, elle se glissa entre 2 troncs dans un bosquet dense d'eucalyptus. Et c'est alors qu'elle l'entendit, le bruit d'une faucille qui tapait sur le sol. Le raptor avait flairé son odeur et se rapprochait d'elle.
L'animal tenta d'introduire sa tête entre les deux troncs, mais elle ne passait pas. Faisant grincer ses dents de colère, le raptor abandonna avant de tenter de se faufiler entre deux autres arbres. C'est alors qu'un caillou vola dans les airs et s'écrasa sur le flanc du raptor. Justine n'avait pas franchi le mur d'enceinte et était revenue la chercher. Le jeune homme devint ainsi la nouvelle cible du raptor et s'enfuit avec Claire dans les bois. Le dinosaure avait du mal à les suivre à cause des troncs, ce qui permit aux jeunes de prendre un peu d'avance. Ils cherchèrent des armes, il y avait un dépôt d'armes dans chaque coin de l'habitat, mais à cause de l'obscurité, Justine et Claire ne voyaient rien et décidèrent de continuer jusqu'au mur d'enceinte, espérant trouver des armes sur leur chemin. Ils arrivèrent finalement au mur d'enceinte et aperçurent une caisse rouge à une quinzaine de mètres, posée à l'angle de la paroi au milieu de fougères. Le dépôt d'armes était tout près, leur seul moyen de se défendre. C'est à cet instant que Justine colla sa main sur le buste de Claire, posa son index sur ses lèvres et l'entraîna derrière un arbre. Le raptor longeait le mur et le frappait du bout du museau à intervalles réguliers pour tester sa solidité. Puis il leva la tête vers le ciel, la gueule grande ouverte. Justine et Claire devaient soit courir vers les armes, et donc aussi vers le raptor, soit s'enfuir et être de nouveau poursuivis. C'est alors que, sous le regard impuissant de Claire, Justine se précipita vers l'animal en hurlant pour attirer son attention. Puis il disparut dans la jungle, le raptor à ses trousses. Claire, quant à elle, se dirigea vers le dépôt d'armes et tapa le code qu'on lui avait donné par précaution. À l'intérieur de la caisse, elle trouva des matraques paralysantes et des fusils à tranquillisants, comme prévu. La jeune femme s'empara d'une matraque paralysante et d'un fusil et retourna se cacher entre les arbres. La jungle était silencieuse, et Claire ignorait si Justine était encore en vie. Elle pensait que c'était sans doute sans espoir, mais elle était prête à se défendre. S'étant mise en route, elle aperçut du sang. Justine était donc blessée, mais pas mort pour autant. Il était revenu la chercher et elle ne comptait pas l'abandonner. Son pied s'enfonça dans de la boue et elle se dit que cela lui permettrait de masquer son odeur. Elle l'espérait en tout cas. Elle s'en passa donc sur les bras, le torse et les jambes. Puis elle entendit un bruit de griffes labourant l'écorce d'un tronc. Claire tourna brusquement à gauche, plongea entre les arbres et se faufila derrière des rochers. Elle s'allongea à plat dos sur le fusil, pressa sa matraque paralysante contre son ventre et fit en sorte de faire le moins de bruit possible. Les griffes rétractiles du raptor martelaient le sol et le cliquetis s'intensifia. En tournant la tête, Claire vit que la patte droite de l'animal frôlait le monticule de rocher. Puis le raptor s'éloigna et Claire se lança à nouveau sur la piste du sang. Quelque chose craqua sous son pied, les lunettes de Justine. Claire accéléra et tout d'un coup ses pieds furent fauchés. La jeune femme tomba et sa tête heurta durement la crosse du fusil tandis qu'elle laissa échapper la matraque paralysante. Elle cherchait à reprendre sa respiration et c'est là qu'elle l'entendit. Le raptor était juste devant elle, se balançant d'une patte sur l'autre en la fixant du regard. Désespérée, Claire chercha la matraque paralysante, mais elle était hors de portée. Elle s'empara donc du fusil, mais elle ne tarda pas à réaliser que, dans sa chute, les fléchettes tranquillisantes s'étaient brisées dans la culasse. Le fusil était inutilisable, et Claire était impuissante. Plus rien ne pouvait la sauver du prédateur. Elle recula et ses épaules heurtèrent un tronc d'arbre. Elle était coincée. Le raptor s'apprêtait à bondir, quand Claire sentit un cylindre contre sa jambe. Il s'agissait du spray anti-ours que sa sœur Karen l'avait obligée à acheter et à apporter sur l'île. Claire l'avait glissé dans sa poche dans la matinée. Elle dégaina donc le spray et pressa le bouton. Du gaz poivré en jaillit et atteignit les yeux du dinosaure qui bondit en arrière en poussant un cri de douleur. Claire plongea ensuite pour récupérer la matraque paralysante, l'alluma et la pressa contre le flanc du vélociraptor. Une seule décharge et le raptor gisait au sol, inconscient. Après avoir vérifié que l'animal ne lui poserait plus de soucis, Claire s'enfuit et retrouva Justine dans une clairière, adossée contre un tronc, les yeux mi-clos, à une dizaine de mètres de là où elle avait trouvé ses lunettes. Une sombre traînée de sang maculait son torse. Claire lui expliqua qu'elle avait réussi à voir le raptor et que les secours seraient bientôt là. Elle essuya ensuite le filet de sang qui coulait de sa bouche et constata que Justine avait une hémorragie interne. Elle ne pouvait pas le soigner ni le sauver. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était rester là, avec lui. Quoi qu'il en soit, il était content qu'elle soit là et ne tarda pas à rendre son dernier souffle. Après cela, les agents de sécurité finirent enfin par arriver. 2 jours plus tard, Simon Masrani demanda à voir Claire et lui expliqua que le corps de Justine avait quitté l'île pour être rendu à sa mère. Le milliardaire avait également une faveur à lui demander. Elle devait parler à Tania et Eric, qui refusaient de s'exprimer avant de l'avoir vue, elle. Tania était désolée pour la mort de Justine et affirma à Claire que son frère et elle avaient fait tout ça pour sauver leur petite sœur Victory. Après avoir décroché leur stage, les jumeaux avaient été contactés par le labo pharmaceutique Mosby Health. La société testait un produit révolutionnaire pour soigner les enfants atteints du même syndrome cardiaque que Victory. Il y avait une longue liste d'attente de plusieurs années pour participer aux essais cliniques. Mais il leur avait fait
une offre. S'ils obtenaient le plus d'infos et d'échantillons possibles sur les technologies médicales et les traitements disponibles à Jurassic World, Victory bénéficierait des essais et tous ces traitements à venir seraient financés. Tanya avait déjà envoyé des fléchettes tranquillisantes à Mosby Health et le traitement de sa sœur avait commencé dès le lendemain. Son état s'améliorait déjà, mais étant donné que les jumeaux s'étaient fait prendre, la situation risquait de s'aggraver pour Victory. Claire avait l'information que Masrani voulait. Elle affirma à Tanya qu'elle était désolée pour Victory avant de quitter la pièce. Le milliardaire quant à lui avait quelques coups de fil à passer et des têtes allaient sans doute tomber. Plus tard, au cours d'une discussion avec le docteur Henry Wu sur les risques de cette île et la souffrance qu'elle pouvait causer, l'homme de science déclara ceci à Claire. « Savoir, c'est pouvoir, Claire. Cet adage a du sens, il dit vrai. Votre expérience vous a donné une connaissance unique et incomparable du site. Saurez-vous en tirer profit ou abandonnerez-vous la partie ?» Elle lui demanda donc s'il pensait que c'était une opportunité pour elle, et voici ce que le scientifique lui répondit. Absolument, une opportunité certes née d'une faute tragique, mais posez-vous la question, si vous deveniez la décisionnaire, celle qui veille à ce que les manquements commis au cours de votre premier été au parc ne se renouvellent jamais, libre à vous de partir, de retrouver une existence paisible, ou rester et participer à un projet véritablement révolutionnaire, et si vous travaillez suffisamment dur, un jour vous atteindrez le plus haut sommet de la hiérarchie. Le discours du docteur Wu coupa le souffle à Claire, qui se dit que ce n'était pas une mauvaise idée qu'elle devienne la responsable du parc. Pour s'assurer que des tragédies, à l'image des morts de Justine et Dizzy, je reparlerai d'elle dans une autre vidéo consacrée à l'affaire Izzy, n'arrivent plus jamais. Devant la laisser pour reprendre son travail, Wu partit, mais avant cela, il lui demanda de bien réfléchir à ce qu'il lui avait dit. L'île prend, l'île donne. Par la suite, Claire décida de se confronter à Simon Masrani. Elle lui demanda d'abord ce qui était arrivé au Raptor et le milliardaire lui répondit qu'elle avait été abattue. Le règlement du parc prévoyait que si un carnivore attaquait un humain, il devait être euthanasié. Masrani se sentait redevable envers Claire, étant donné que si le Raptor avait pu s'échapper, les dégâts auraient été considérables et cela aurait signé la fin du parc. Claire demanda ensuite au milliardaire ce qui allait arriver aux essais cliniques de Mosby Health sur les enfants cardiaques. Simon lui répondit que l'administration interromprait les tests. En l'absence d'argent ou d'autorisation pour les poursuivre, les enfants ne recevraient plus de soins. Étant donné que Masrani se sentait redevable, Claire voulait que les essais se poursuivent, que Victory Sky continue à recevoir son traitement et que ses études soient financées quand elle sera rétablie. Elle désirait que cette petite fille ait la vie qu'elle mérite, longue, heureuse et en pleine santé. Puisque Masrani lui avait affirmé qu'elle avait sauvé son parc, il devait faire ça pour elle. Claire lui demanda également d'abandonner les poursuites à l'encontre des jumeaux. Cela remettrait en cause le programme de stage et le milliardaire voulait sans doute éviter un scandale. Masrani écarquilla les yeux et lui demanda si c'était un avertissement, une menace ou une accusation. Le visage de Claire se fendit alors d'un sourire carnassier qui, je cite, était affûté par les événements tragiques qu'elle avait vécus, par toutes les épreuves qu'il avait menées jusqu'ici, mais assombrie par la cruauté du deuil qu'elle ne parvenait pas à gérer. Elle sentait qu'elle n'était plus la même, qu'elle était quelqu'un d'autre. En se servant du carnet d'Izzy, une jeune stagiaire qui avait disparu sur Issa Sorna un an auparavant, Claire parvint à faire chanter Masrani pour l'obliger à accepter ses conditions. Après cela, Masrani lui proposa de rester sur l'île, pas seulement pour l'été, mais jusqu'à l'inauguration du parc. Il voulait que des tragédies comme la mort de Justine et celle d'Izzy ne se reproduisent plus jamais. Pour lui, Claire était une femme intelligente et obstinée, et elle serait capable de gérer les problèmes et de créer un parc aussi sûr et extraordinaire que possible. Même si Claire ne faisait pas confiance à Masrani et avait envie de lui hurler dessus, une autre partie d'elle aspirait au contrôle, au pouvoir, aux opportunités. Et c'est elle qui prenait le dessus. En restant, elle se faisait la promesse que l'île ne lui prendrait plus jamais rien. Ni l'île, ni cette férocité qui en imprègne chaque recoin, ou ces créatures les plus impressionnantes de la planète. Et encore moins ceux qui exercent leur pouvoir sur les humains comme sur les dinosaures. Désormais, c'est elle qui aurait la main sur le pouvoir, l'influence et le contrôle. Vous savez désormais ce qui a bouleversé Claire Dearing et pourquoi elle est devenue la femme qu'elle était dans Jurassic World. C'est après une rencontre fatidique avec un vélociraptor que Claire a perdu son premier amour et a fini par devenir la femme froide que nous avons connue dans le 4e film, même si ce n'était pas encore tout à fait le cas à la fin du roman. Cette évolution a ainsi pris du temps. Par ailleurs, comme vous avez pu le constater, c'est le docteur Henry Wu qui a fait germer l'idée de rester sur l'île dans l'esprit de la jeune femme. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous et n'oubliez pas, l'île prend, l'île donne.